Imaginez un instant. D'immenses réserves d'énergie sont là, cachées, profondément enfouies sous nos pieds, complètement invisibles depuis la surface. Alors, la grande question, c'est comment fait-on pour les trouver? Eh bien, c'est une véritable enquête géologique où la Terre elle-même nous laisse des indices. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette investigation. Ce chiffre, il donne un peu le vertige, non? En fait, il résume tout le défi. Les explorateurs, leur travail, ce n'est pas de chercher du pétrole, c'est de traquer les 2%. Cette fraction infime et incroyablement rare qui a réussi à s'accumuler dans un gisement qu'on peut exploiter. C'est vraiment chercher une aiguille pas dans une botte de foin, mais dans une véritable montagne de roches. Pour trouver quelque chose, il faut d'abord comprendre comment ça se fabrique. Et pour le pétrole, c'est toute une histoire. Ce n'est pas un processus simple. C'est un genre de petit miracle géologique qui demande une série d'événements bien précis sur une échelle de temps qui nous dépasse complètement. Alors, tout commence au fond des océans, avec l'accumulation de matière organique, du plancton, des algues. Ensuite vient la phase de maturation. Ensevelie sous des kilomètres de sédiments, cette matière est littéralement cuite par la pression et la chaleur. Elle se transforme d'abord en kérogène, une sorte de pâte, puis finalement en pétrole. Et ce n'est pas fini. La dernière étape, c'est la migration. Le pétrole est pressé, expulsé de sa cuisine, la roche-mère, et il commence son long voyage vers la surface. En fait, le plus important à retenir, c'est que c'est une question de cuisson, de timing et de température. Il existe une fenêtre parfaite qu'on appelle la fenêtre à huile, généralement entre 60 et 120 degrés Celsius. S'il fait trop froid, la matière organique ne se transforme pas. S'il fait trop chaud, le pétrole se craque et devient du gaz. Bref, c'est une recette de cuisine géologique ultra précise qui se joue à des milliers de mètres sous terre. Bon, d'accord. On a donc du pétrole qui s'est formé et qui a commencé à remonter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a un gisement. Pour ça, il faut que ce pétrole soit stoppé dans sa course, qu'il soit attrapé et stocké dans une formation géologique bien particulière qu'on appelle un piège. Et c'est là qu'intervient une sorte d'alignement des planètes géologiques. Il faut 3 couches de roches, parfaitement agencées. D'abord, la roche-mère, la source. Ensuite, le pétrole doit trouver refuge dans une roche réservoir, une couche poreuse, un peu comme une éponge, qui va pouvoir l'absorber. Et surtout, par-dessus, il faut une roche couverture, une couche totalement imperméable, qui va agir comme un couvercle et empêcher le pétrole de s'enfuir. Sans ces 3 éléments dans le bon ordre, pas de gisement. C'est aussi simple que ça. Et la nature a été plutôt créative pour fabriquer ces conteneurs souterrains. Les plus connus, ce sont les anticlinaux. Imaginez des couches de roches qui ont été pliées vers le haut. Ça forme une sorte de dôme parfait pour piéger le pétrole. Il y a aussi les pièges par faille, quand une cassure dans la roche met une couche imperméable en face de la roche réservoir, bloquant net la migration. Et enfin, les diapires, souvent des dômes de sel qui remontent et percent les couches, créant des pièges sur leurs flancs. Et ce chiffre, 80%, il est énorme. Il montre à quel point les anticlinaux sont importants. Près de 80% des réserves mondiales de pétrole qu'on connaît sont dans ces structures en forme de dôme. Pour un géologue, repérer un anticlinal sur une carte, c'est l'indice numéro 1, c'est le Graal. Ok, la question qui se pose maintenant est assez simple. On sait quoi chercher, ces fameux pièges, mais comment on fait pour les voir alors qu'ils sont cachés sous des kilomètres de roches? C'est là que les super-pouvoirs des géophysiciens entrent en scène. Pour sonder ces profondeurs sans avoir à creuser, on a 2 techniques principales, 2 sortes de scanners du sous-sol. D'un côté, la gravimétrie, qui va mesurer les variations de la gravité, et de l'autre, la magnétométrie, qui va analyser le champ magnétique. Chacune de ces méthodes va nous raconter une partie de l'histoire. Le gravimètre, c'est une sorte de pèse-personne ultra sensible. En gros, il pèse la colonne de roche qui se trouve juste en dessous. Et l'idée, c'est que les roches sédimentaires, qui peuvent contenir du pétrole, sont moins denses que les roches du sous-sol. Du coup, elles exercent une attraction gravitationnelle un tout petit peu plus faible et l'appareil le détecte. C'est un indice précieux. L'autre outil, la magnétométrie, c'est d'un peu différent. On la pratique souvent par avion pour aller plus vite. Ça fonctionne comme une boussole géante qui détecte la signature magnétique des roches. Le socle rocheux, très ancien, est souvent plus magnétique que les couches sédimentaires plus jeunes, qui le recouvrent. En cartographiant ça, on peut estimer l'épaisseur du bassin sédimentaire. Une autre information capitale. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment ça marche? Pour le voir, prenons un exemple concret. Direction Madagascar, dans la région d'Ankaramip, où ces techniques ont été utilisées pour un projet d'exploration. Le résultat de ces mesures, ce sont des cartes, mais pas n'importe lesquelles, des cartes d'anomalie. Une anomalie, c'est juste un endroit où les mesures sont différentes de la moyenne. C'est un truc qui sort du lot, qui attire l'œil du scientifique. Ici, les zones en bleu indiquent une gravité plus faible. C'est un indice potentiel.
Et là, on arrive au cœur du travail de détective. La clé du succès, ce n'est pas de regarder une carte, puis l'autre. Non, c'est de les superposer. C'est exactement comme croiser les témoignages de deux personnes différentes. On cherche les zones qui présentent à la fois une anomalie de gravité négative, ce qui suggère un bassin sédimentaire profond, et donc potentiellement intéressant, et une signature magnétique particulière. C'est ce croisement des données qui transforme une simple supposition en une cible de forage sérieuse. Alors, un petit mot sur ce terme un peu technique, anomalie de Bouguer. Pour faire simple, c'est la vraie mesure de la gravité du sous-sol. Une fois qu'on a enlevé par le calcul toutes les perturbations liées au relief, aux montagnes, aux vallées. Un minimum de Bouguer, donc une zone où cette gravité corrigée est faible, c'est souvent le signe qu'on espère trouver. Un gros paquet de roches sédimentaires, l'habitat rêvé pour le pétrole. Donc au final, on voit bien que chercher du pétrole, ce n'est pas juste planter une perceuse au hasard et croiser les doigts. C'est une enquête scientifique incroyablement pointue. Ça mélange la connaissance de l'histoire de notre planète avec des outils physiques de pointe, tout ça pour décoder des indices invisibles écrits dans la roche à des kilomètres de profondeur. Et tout ça, ça nous pousse à voir plus loin. Les mêmes technologies qui servent à trouver de l'énergie permettent aussi de cartographier les réserves d'eau souterraines, de comprendre le fonctionnement des volcans, de découvrir des vestiges archéologiques. Alors que nos outils pour sonder les profondeurs deviennent chaque jour plus précis, la vraie question reste ouverte. Quels autres secrets la Terre est-elle prête à nous révéler ? Alors, on va plonger dans une histoire assez folle. Comment les États-Unis tout juste nés ont failli voler en éclats à cause d'une simple taxe sur le whisky. C'est vraiment la toute première grande épreuve de la nation américaine et elle est pleine de surprises. Franchement, ces paroles, elles disent tout. C'est l'état d'esprit de l'époque, celui des pionniers, des gens qui pensent qu'ils ne doivent rien à personne, et encore moins un gouvernement fédéral qu'ils voient comme très très lointain. Pour ces gens-là, le whisky, ce n'est pas juste un verre qu'on boit le soir. Non, c'est bien plus que ça. C'est carrément le symbole de leur indépendance. Bon, pour vraiment saisir ce qui se passe, il faut se mettre dans le contexte. Oubliez l'image qu'on a du whisky aujourd'hui. On est dans les Appalaches, à la fin du XVIIIe siècle. C'est une région sauvage. Et là-bas, le whisky, ce n'est pas du tout un produit de luxe. C'est une question de survie, une pure nécessité. Oui, c'était leur monnaie, tout simplement. Il n'y avait quasiment pas d'argent qui circulait. Donc un fermier, comment il faisait ? Eh bien, il payait le forgeron avec un gallon de whisky. Il réglait ses dettes avec sa propre production. Toute l'économie locale tournait autour de ça, distillée directement à partir de leur surplus de céréales. C'était leur banque, en quelque sorte. Donc, d'un côté, on a ces fermiers qui vivent grâce à leur whisky. Et de l'autre, on a le tout nouveau gouvernement fédéral. Et lui, il a un énorme problème, il est complètement noyé sous les dettes de la guerre d'indépendance. Il fallait trouver de l'argent, et très très vite. Et c'est là qu'intervient le secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton. Il a une idée qu'il pense être géniale. On va taxer le produit le plus populaire du pays, le whisky. Logique, non ? Sur le papier, c'est pragmatique, c'est une façon de remplir les caisses de l'État. Sauf qu'il a complètement sous-estimé un détail crucial. L'attachement viscéral de ces gens à leur production, à leur whisky et à ce qu'ils représentent, leur liberté. Et c'est vraiment là que ça coince. C'est ça, la vraie étincelle. Parce que cette taxe, elle n'est pas juste. Elle n'est pas la même pour tout le monde. En gros, les grosses distilleries dans les villes, elles payent une taxe sur ce qu'elles vendent réellement. Logique. Mais les petits fermiers de l'Ouest, eux, doivent payer une taxe fixe, un forfait, basé sur la taille de leur alambic. Peu importe s'ils produisent beaucoup, un peu ou pas du tout. Forcément, ils l'ont perçu comme une injustice totale, une attaque directe contre leur seul moyen de subsistance. Alors évidemment, la réponse a été immédiate et violente. Il faut bien comprendre, pour ces fermiers, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était bien plus profond que ça. Ils voyaient ça comme une véritable trahison, une claque en pleine figure. C'était une attaque contre la liberté même pour laquelle ils venaient de se battre contre les Anglais. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ressortent les vieilles recettes, celles qui avaient si bien marché contre les Britanniques quelques années plus tôt. On dresse des poteaux de la liberté, on intimide, on harcèle les collecteurs d'impôts. L'ironie est quand même terrible, non ? Ils ont vraiment l'impression de revivre la même lutte, de se battre à nouveau contre une forme de tyrannie. Sauf que cette fois, l'oppresseur, c'est leur propre gouvernement. Et la résistance s'organise, souvent de manière clandestine. On voit apparaître des personnages mystérieux, comme ce fameux Tom le bricoleur. Il laisse des messages, des menaces, en promettant de réparer, c'est-à-dire de détruire les alambics de tous ceux qui accepteraient de payer la taxe. La pression sur la communauté devient énorme. C'est simple, soit on est avec les rebelles, soit on devient une de leurs cibles.
Et là, la violence monte d'un cran. On assiste à des scènes terribles, des actes de torture publique, comme le fameux goudronnage et plumage des collecteurs d'impôts. C'était une humiliation brutale. Et ça pose une question absolument fondamentale. Où est la limite? À quel moment la défense de ces libertés bascule-t-elle dans l'anarchie pure et simple? Forcément, toute cette agitation, toute cette violence finit par remonter jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et ça met le président, George Washington lui-même, face à un défi immense. C'est sans doute le premier grand test de l'autorité du nouveau gouvernement fédéral. Et là, Washington est pris entre deux feux. C'est un dilemme terrible. D'un côté, il a son secrétaire au Trésor, Hamilton, qui lui dit « Il faut envoyer l'armée, il faut faire une démonstration de force pour prouver que le gouvernement peut faire appliquer la loi. » Et de l'autre côté, il y a Thomas Jefferson qui le met en garde en lui disant, en gros, « Attention, utiliser l'armée contre notre propre peuple qui proteste contre une taxe, c'est exactement la raison pour laquelle on a fait la Révolution. » C'est le choix impossible, la liberté contre l'ordre, et Washington doit trancher. Et son choix, c'est l'ordre. Washington a tranché, et il n'y va pas de main morte. Il mobilise une milice de 13 000 hommes. Pour mettre ça en perspective, c'est une armée plus grande que celle qu'il commandait lui-même pendant une bonne partie de la Révolution. Et fait incroyable, il prend personnellement la tête des troupes pour aller mettre fin à la rébellion. Et que s'est-il passé? Eh bien, face à une telle démonstration de force, la rébellion s'est effondrée. Sans une seule vraie bataille, les rebelles se sont juste dispersés, ils sont rentrés chez eux. Le message était passé et il était limpide. Le but n'était pas de déclencher un massacre, mais de montrer, sans aucune ambiguïté, que le gouvernement fédéral avait le pouvoir et la volonté de faire respecter ses lois, partout. Alors, on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. L'insurrection a été étouffée dans l'œuf. Mais en réalité, son impact va bien au-delà. Les conséquences de cette crise vont résonner pendant des générations et vont vraiment aider à forger l'identité de cette nouvelle nation. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord que cet événement a définitivement assis l'autorité du gouvernement fédéral. C'était la preuve qu'il n'était pas un tigre de papier. Mais en même temps, il a mis en lumière des fractures très profondes dans la société américaine. Des tensions qui pour certaines existent encore aujourd'hui. Ce fossé entre le monde rural et les centres urbains, cette méfiance envers le pouvoir central à Washington, tout ça, ça commence déjà là. En conclusion, la révolte du whisky a été matée, mais la question fondamentale qu'elle a soulevée, elle, est toujours d'actualité. À quel moment une protestation, même légitime, contre une taxe ou une loi, franchit-elle la ligne rouge pour devenir une rébellion? C'est une question qui n'a pas de réponse simple et que chaque génération, finalement, doit se poser à son tour.